introduction, je vais d'abord vous présenter les 6 règnes du vivant, pour montrer où se situent les animaux. En fait, le vivant, on l'a classé en 6 règnes. D'abord des êtres prokaryotes et des êtres eucaryotes. Les prokaryotes, qui n'ont pas de noyau, comprennent les bactéries. Alors en fait, dans ces bactéries, on va distinguer les eubactéries, celles que vous rencontrez classiquement en pathologie humaine, et les archébactéries, qui sont soi-disant plus anciennes. En fait, c'est très mal nommé. Elles ont un matériel enzymatique qui est plutôt proche des eucaryotes. Ces archéobactéries, vous les rencontrerez dans les conditions extrêmes, dans les rifts, au fond des mers, ou dans des conditions extrêmement froides. Ensuite, nous avons les êtres eucaryotes qui ont un véritable noyau. Alors, on a classé dans les protistes pratiquement tout ce qui n'était ni plantes, ni champignons, ni animaux. En fait, c'est un règne fourre-tout, les protistes, dans lesquels on met les unicellulaires, les anciens protozoaires, les protophytes, les protomycètes, et puis on y classe aussi toutes les algues. En fait, la pluricellularité a été inventée par différentes branches d'algues, chacune de leur côté, par les plantes, par les champignons et par les animaux, chacune de façon indépendante. Donc il y a donc 2 règnes que vous voyez qui sont très proches, qui émergent des protistes, qui sont les animaux et les champignons. L'idée à retenir là-dedans, c'est vraiment que les plantes et les champignons sont vraiment très éloignés les uns des autres. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les animaux. Tout d'abord, définissons le règne animal. Les animaux sont des êtres eucaryotes, qui ont un véritable noyau. Ce sont aussi des êtres hétérotrophes et pluricellulaires. Donc cela, je l'avais déjà annoncé, pluricellulaires, puisque tous les protozoaires ou animaux unicellulaires, on n'en parle plus, on préfère les incorporer maintenant dans les protistes. Et les animaux sont des êtres hétérotrophes, à l'opposé des plantes qui se nourrissent de soleil et de substances minérales. Nous, les animaux, nous avons besoin de nous nourrir de substances biologiques pour synthétiser nos propres constituants cellulaires. Les animaux stockent leurs réserves glucidiques sous forme de glycogène. Les cellules animales n'ont pas de parois. Tout cela, c'est pas valable pour les plantes qui stockent sous forme d'amidon et qui ont des parois pectocellulosiques. Mais tous ces caractères-là, les 5 que je viens de citer, concernent malheureusement aussi les champignons. Il n'y a pas d'exception, tous les animaux vérifient ces 5 critères, mais les champignons les vérifient aussi. Ce qui différencie les animaux des champignons, c'est bien sûr que les animaux sont capables de mouvement. Nous avons donc un tissu nerveux, un tissu musculaire, mais ça, il y a des exceptions, il y a des animaux qui ne se déplacent pas, qui n'ont pas de véritable tissu. Et chez les animaux, il y a une reproduction sexuée avec un stade diploïde prédominant, le stade haploïde est très court. Là encore, il y a quelques exceptions de reproduction asexuée chez les animaux, mais là est quand même la différence fondamentale entre les champignons et les animaux. Alors, puisqu'on parle du cycle diploïde ou haploïde, voici le cycle classique d'un être vivant animal. Le stade commence, mettons, à la fécondation, qui est en haut à gauche de la diapositive. La fécondation donne lieu à un œuf, un zygote, à 2 N chromosomes. Ensuite a lieu le développement embryonnaire précoce, avec segmentation, développement embryonnaire, tous les stades que vous avez déjà vus, blastula, gastrula. Et puis il y a l'éclosion ou la mise bas. Éclosion en cas d'œuf, mise bas dans le cas d'un animal qui va mettre au monde un être vivant déjà autonome, comme par exemple l'être humain. Ensuite, nous aurons la croissance de cet individu, ou éventuellement un développement post-embryonnaire. Ensuite, nous arrivons à l'adulte qui va produire les gamètes, et nous avons au stade des gamètes la seule période du cycle d'un animal où l'être vivant va être haploïde. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce qu'on appelle un adulte? Un adulte, on dit aussi un imago, c'est la forme capable de reproduction sexuée. Aucun problème pour les reconnaître dans la plupart des animaux que vous connaissez, mais vous verrez sur certains parasites que la distinction entre forme larvaire, forme adulte, n'est pas forcément évidente, en tout cas pas sur la simple morphologie. Et le critère à garder, c'est cette capacité de faire de la reproduction sexuée. Ensuite, une larve. Qu'est-ce que c'est qu'une larve? Une larve, c'est une forme libre qui va donc apparaître à l'éclosion ou à la mise bas et qui va présenter des différences importantes avec la forme adulte. Ces différences importantes, eh bien, elles vont être sur le mode de nutrition ou sur le mode de vie. Les exemples classiques, c'est le tétard et la grenouille. Différents modes de vie, l'un vit dans l'eau, l'autre vit dans l'air, différents modes d'alimentation. L'autre exemple classique, c'est la chenille ou le papillon. La chenille
rampe sur les feuilles, se nourrit de feuilles. Le papillon adulte, lui, vole et ne se nourrit pas, ou très peu, suivant les espèces. Donc, c'est quand on a une larve à l'éclosion ou à la mise bas qu'on aura un développement post-embryonnaire qui donnera ensuite un adulte différent. Dans les stades plus antérieurs, en ce qui concerne l'embryologie, l'embryon, c'est l'organisme en voie de développement. Depuis l'œuf, donc au niveau du zygote, jusqu'à une forme autonome et active. Et ça, c'est valable pour tous les animaux. Chez l'homme, vous avez une définition bien particulière du fœtus qui va désigner un embryon de plus de 3 mois. 3 mois, cette limite est un petit peu arbitraire. C'est ce qui sépare ce que vous appelez classiquement l'embryogénèse de l'organogénèse. Donc, chez l'homme, le fœtus, c'est une définition propre à l'homme et ça désigne l'embryon de plus de 3 mois.